Après 136 heures, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Il y a tout juste 2 ans, le 17 mai 2013, la France finissait par adopter la loi sur le mariage pour tous, un jour historique pour le pays qui commençait alors à faire évoluer son modèle familial. Il aura tout de même fallu des centaines d'heures d'auditions, des milliers de manifestants dans les rues, des politiques divisées et une homophobie exacerbée. On revient sur cette loi du 17 mai 2013 avec Martine Gross. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure de recherche en sciences sociales au CNRS. Vous consacrez la plupart de vos travaux à l'homoparentalité. Vous aviez été auditionné à l'époque par la commission des lois à propos du mariage pour tous. D'abord, quelle a été votre mission précisément ? Compte tenu de mes travaux sur l'homoparentalité, de mes enquêtes auprès de ces familles, ma mission a été de donner des repères sur l'homoparentalité et de décrire la diversité des configurations familiales homoparentales. Et également de montrer que les interrogations qu'elles suscitent, ces familles, touchent à des enjeux sur le droit de la filiation concernant toutes les familles où les parents n'ont pas procréé ensemble leurs enfants. Et du coup, quel a été votre discours ? Quels ont été vos arguments pour faire avancer ce débat en faveur du mariage pour tous et donc de l'homoparentalité ? Alors, mon argument principal a été celui du déficit de protection juridique des enfants des familles homoparentales. C'est-à-dire qu'on a un droit de la famille qui est un droit exclusif, un père, une mère, pas un de plus, fondé sur la vraisemblance procréative, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont procréé leurs enfants ou qui peuvent passer pour avoir procréé leurs enfants peuvent obtenir le statut de parent légal, ce qui fait que les enfants de familles homoparentales ne pouvaient avoir qu'un seul parent. Et donc, si ce parent décédait ou si le couple se séparait, l'enfant était privé des liens qu'il avait tissés avec son autre parent. La loi pouvait apporter une réponse à ce déficit de protection juridique. Et est-ce que cette loi, telle qu'elle a été écrite ensuite, vous a satisfaite ? Est-ce qu'elle correspondait à vos attentes ? Pas complètement. Pas complètement. D'une part, j'ai pas parlé de la PMA, mais la PMA devait faire partie du projet de loi et a été repoussée, devait faire partie d'un amendement. Ça n'a pas été un amendement. Une loi famille, il n'y en a pas eu. Donc, pas de PMA. Et ensuite, la protection juridique des enfants est imparfaite. Pourquoi ? Parce que prenez par exemple des enfants qui sont nés dans le cadre d'une famille homoparentale dont les parents se sont séparés avant d'avoir pu se marier et de procéder à l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc ces enfants-là sont exactement il n'y a pas de solution dans la loi, il n'y a pas de solution qui a été trouvée pour ces enfants-là. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, à la différence des couples hétérosexuels, il n'y a pas pour ces enfants-là de possibilité d'être protégés dès la naissance. Pour les couples hétérosexuels, les enfants sont protégés dès la naissance par la présomption de paternité si le couple est marié, par la reconnaissance si le couple n'est pas marié. La loi n'a pas du tout prévu d'adapter ces deux dispositifs qui sont possibles pour les couples hétérosexuels. Et puis un dernier point, c'est qu'on n'a pas du tout pensé à ouvrir l'adoption aux personnes non mariées. Alors qu'est-ce qui se passe ? À l'heure actuelle, on a un enfant sur 2 qui naît hors mariage. Eh bien, les homosexuels sont les seuls qui doivent se marier pour être les 2 parents de leurs enfants. Je parlais des manifestations tout à l'heure. Est-ce que vous avez été surprise par la violence des débats, la violence de certains manifestants ? J'ai été effectivement surprise par la violence des débats, la violence des manifestations et la violence. Et j'ai été choquée par certains propos du genre Hollande veut du sang, il en aura. Enfin, c'était vraiment c'était intolérable comme violence. Et ça a produit comme conséquence une augmentation, une libération de la parole homophobe, de l'expression de l'homophobie. Et d'ailleurs, c'est en France que les réactions ont été parmi les plus violentes. Ailleurs, en Europe, la promulgation de la loi est quasiment passée inaperçue. Comment vous expliquez ça ?
Alors c'est vrai que les manifestations et les débats qui ont eu lieu en France ont beaucoup étonné nos voisins belges, espagnols ou britanniques. En fait, si on regarde quels sont les pays qui ont donné l'accès au mariage, à l'adoption, à la PMA pour les couples homosexuels, vous avez d'un côté des pays comme le Québec ou l'Espagne qui se sont défaits brutalement d'une emprise catholique très forte. Et puis de l'autre côté, vous avez des pays anglo-saxons dont la religion dominante est le protestantisme. Et bon, ce qu'on peut remarquer, je n'ai pas d'explication à ça, je ne suis pas certaine que ce soit complètement lié, mais on peut quand même remarquer qu'il y a une manière différente de légiférer dans les pays à dominante catholique et dans les pays à dominante protestante. Dans les pays à dominante catholique, on a un code civil généralement et on légifère à partir de principes, alors que dans les pays à dominante protestante, on légifère souvent à partir de la jurisprudence et on se penche davantage sur ce que vivent les citoyens. Est-ce que depuis 2 ans, cette loi du 17 mai 2013 a parfaitement rempli son rôle, d'après vous? Quel est le bilan, si on devait faire un bilan de ces 2 ans? Alors cette loi a permis à des milliers de couples de même sexe de se marier. Il n'y a plus aucune mairie qui refuse de célébrer ces unions. Et la société ne s'est pas écroulée. Et en cela, la loi a rempli son rôle. Mais il y a encore beaucoup à faire du côté des mentalités. Tout d'abord, l'un des objectifs indirects de la loi, faire reculer l'homophobie, n'a pas été atteint, puisqu'on sait qu'il y a eu une augmentation énorme de l'homophobie à partir des débats. Et même si ça a baissé en 2014, c'est encore beaucoup plus d'homophobie qu'en 2011. Et puis, il y a à faire du côté des mentalités, puisque les conseils de famille qui sont habilités à confier des enfants aux couples, à confier des enfants à adopter aux couples, eh bien, ne les confient qu'aux couples hétérosexuels. Il n'y a pas, à ma connaissance, de couple homosexuel auquel un conseil de famille a pu confier un enfant à l'adoption. Ce qui veut dire qu'il faut encore travailler sur les mentalités pour que les conseils de famille traitent avec autant de bienveillance les candidatures des couples homosexuels que celles des couples hétérosexuels. Alors, il reste aujourd'hui des points sensibles, la GPA, gestation pour autrui, et la PMA, procréation médicalement assistée. Quel est votre discours sur le sujet pour vous? Il faut aussi un cadre légal? Écoutez, la PMA, ça faisait partie des promesses de campagne de François Hollande. Et si les conditions de la PMA ne sont pas modifiées, qu'est-ce qui se passe? Les couples de femmes peuvent être deux mères aux yeux de la loi, à condition de se marier et de procéder à l'adoption de l'enfant de la conjointe. Mais tout cela a une condition de s'expatrier pour pouvoir concevoir leur enfant. C'est-à-dire, vous pouvez être deux mères à condition que vous conceviez ailleurs. Il y a quand même une certaine incohérence à ne pas aller jusqu'au bout de l'égalité dans le cas de la PMA. Après, sur la GPA, il y a 2 points. Il y a d'abord la situation des enfants qui sont nés de GPA à l'étranger. Aujourd'hui, on a appris qu'il y avait une décision extraordinaire du tribunal de Nantes qui permet la transcription de l'état civil d'enfants nés de GPA. Et j'ai appris ça avec beaucoup de joie, parce que la situation des enfants nés de GPA ressemble fort à celle des bâtards il y a plusieurs décennies, lorsqu'on faisait une différence selon la conception des enfants, selon le mode de conception des enfants. On faisait une discrimination qui n'a plus lieu d'être depuis qu'on a supprimé toute différence. On a supprimé toute différence de traitement des enfants et là, on les traite différemment selon leur mode de conception. Donc le minimum du minimum, c'est de donner un état civil à ces enfants. Après, il faudra débattre de la GPA et débattre du droit des femmes à disposer de leur corps, pas seulement pour une interruption volontaire de grossesse, mais également pour porter un enfant pour autrui. Martine Gross, si je vous demande de terminer cette phrase, le 17 mai 2013, c'est le jour où? Que me répondez-vous? C'est le jour où on a fait un pas vers l'égalité des droits des homosexuels, mais surtout où on a fait un pas vers le droit de tous les enfants, vers les droits de tous les enfants, quel que soit leur environnement familial. Merci beaucoup Martine Gross d'avoir été mon invitée dans le jour où. L'information continue sur LCI.